13h32 déjà. Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, le privilège de l'innocence de Henry Sésame. Cavender ajoute un mégot à la pyramide qui s'entasse dans le cendrier, puis s'en écarte avec dégoût. Il glisse ses pieds nus dans les pantoufles posées à côté du lit. Sur la table de chevet, les aiguilles lumineuses du réveil n'ont encore avancé que jusqu'au chiffre 4. Et il comprend qu'il n'a pas résolu son problème en se droguant. Au contraire, le Nembutal exerce un effet déprimant qui rend son insomnie d'autant moins supportable. Il se sent lourd et même fiévreux. Tout son corps vibre à l'unisson d'une seule pulsation continue. Ses oreilles bourdonnent, ses yeux le piquent comme s'ils étaient pleins de sable. Il se dit qu'il n'ira pas travailler, ce qui déclenche une cascade de réflexions à propos du bureau. À 4h15, il renonce à chercher le sommeil et décide de lire. Mais les mots se télescopent devant lui sans présenter aucun sens. À 5h, il perd conscience pour se réveiller 10 minutes à peine plus tard. À 6h, il se résout à suivre le conseil de son médecin traitant. Il ira consulter un psychiatre. Le seul fait d'avoir pris cette décision le calme un peu. Il peut alors dormir jusqu'à ce que le réveil se mette à sonner, soit à peine 1 heure. La plaque sur la porte ne porte qu'un nom. Tedaldi. « Vous avez rendez-vous, monsieur ?» lui demande la secrétaire qui l'accueille. Sous le regard qui le scrute, Cavender se sent honteux, gêné, comme si cette femme pouvait deviner son tourment au premier coup d'œil. « Non, je n'ai pas rendez-vous, mais je viens de la part du docteur Steers. »« Ah, très bien. Donc, vous voudriez un rendez-vous ?»« Non, je voudrais voir le docteur Tedaldi tout de suite. J'ai pris sur mon temps de bureau exprès. » L'air indécis, la jeune femme finit par se lever et franchit la porte derrière elle. Elle ressort du cabinet un instant plus tard, la mine satisfaite. « Le docteur va vous recevoir, monsieur. » Le docteur Tedaldi est un petit homme rondouillard au visage jovial. Mais Cavender ne le trouve pas sympathique et regrette d'être venu le consulter. « De quoi souffrez-vous, monsieur Cavender ?»« D'insomnie, docteur. Je peux pas dormir. Je dors pas depuis des mois. Beaucoup de gens sont dans le même cas que vous, monsieur Cavender. Et ils s'assurent qu'ils ne dorment jamais, mais c'est ce qu'ils s'imaginent. Oui, bien sûr, docteur, je dors un peu, bien sûr. À raison d'1 heure ou 2 par nuit, mais ça ne suffit pas. Non, évidemment, monsieur Cavender, ça ne suffit pas. Puisque vous venez me consulter, j'en déduis que le docteur Steers ne croit pas que la cause de votre mal soit organique. Commençons par les renseignements usuels, voulez-vous? Puis nous bavarderons un peu. Cavender s'exécute. Nom Cavender, prénom Charles, âge 36 ans, profession chef du service comptable d'une agence de voyage. État marital, célibataire. Non. Veuf. Ah. Votre femme est morte jeune, monsieur Cavender? Dans un accident, docteur. Ah. Quel genre d'accident, monsieur Cavender? Est-ce que ça peut avoir de l'importance, docteur? Il est possible, monsieur Cavender. Un incendie, docteur. Et depuis, je fais sans cesse le même rêve, le même cauchemar. Je me retrouve, comme il y a 1 an, dans notre vieille maison de la colline aux herbes. Je revois les meubles de la salle de séjour dans leurs moindres détails et ce tapis à longs poils qui me salissait toujours mes revers de pantalon. Je suis assis, je ne lis pas, je suis simplement assis là. Linda, ma femme, est au 1er étage. Je l'appelle et elle apparaît. Alors, derrière elle, j'aperçois les flammes.
Elle sourit sans se rendre compte. Alors, je crie encore pour l'avertir jusqu'à me rendre à faune. Et quand je ne peux plus crier, les flammes sautent sur elle. Je les entends rugir, crépiter. Cavender parle ainsi, le temps de fumer une douzaine de cigarettes. Tedaldi l'écoute patiemment. C'est un bon auditeur. Ça, c'est dans mon rêve, docteur. Mais dans la réalité, voyez-vous, ça ne s'est pas passé comme ça. Comment est-ce que ça s'est passé, monsieur Cavender? C'était en pleine nuit. Nous dormions. L'hiver commençait et la chaudière était détraquée. Alors nous avons branché le vieux radiateur électrique dans la chambre. Les rideaux ont dû s'enflammer. C'est ce que les enquêteurs ont dit ensuite. Cavender pensa inutile de mentionner que son habitude de fumer au lit pouvait peut-être aussi en être la cause. La pièce s'est brusquement transformée en brasier, docteur. Elle était pleine de fumée. J'ai appelé Linda, mais elle n'a pas répondu. J'ai voulu saisir la poignée de la porte, mais je l'ai lâchée aussitôt. Elle était chauffée à blanc. Je me suis alors réfugié dans la salle de bain, en proie à une véritable crise de nerfs. J'ai claqué la porte derrière moi et je me suis attaqué à la fenêtre. Elle a cédé et j'ai sauté. Ça n'était pas très haut et il y avait des buissons pour amortir ma chute. Je n'ai même pas eu de contusion. Je me suis mis à courir comme un fou. J'arrivais à la route quand je me suis retourné pour voir toute la maison disparaître dans les flammes. Épuisé, Cavender ferme les yeux. Il ne répond même pas à la question de Tedaldi. Votre femme, elle a péri dans l'incendie? Charlie allume une nouvelle cigarette. Croyez-vous que vous auriez pu la sauver? Reprend Tedaldi. Voyez-vous, ce qui vous tourmente, c'est de ne pas savoir essayer. Vous vous croyez coupable. C'est là ce qui vous tracasse. Non, c'est pas ça, docteur. Ce n'était pas ma faute, je le sais. Je ne me blâme absolument pas. Peut-être inconsciemment, monsieur Cavender. Non, ni consciemment ni inconsciemment, docteur. Ça n'était pas ma faute, quoi qu'il en dise. Quoi qu'il en dise, monsieur Cavender? Qui? Jack Flechter, son frère. Les frères de votre femme? Cavender écrase sa cigarette et en allume une autre. Oui, le frère de ma femme. Voilà le vrai client pour vous, docteur. C'est lui qui a besoin d'un psychiatre, plus que moi. Mais pourquoi dites-vous ça, monsieur Cavender? Mais parce qu'il est fou, docteur. Il s'est fourré dans la tête cette idée absurde que j'étais responsable de la mort de sa sœur. Vous savez pourquoi, monsieur Cavender? Mais comment le saurais-je, docteur? Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Quand nous nous sommes mariés, Linda et moi, il était au Vietnam. Et au moment du drame, il venait à peine de rentrer aux États-Unis. Il est resté des mois hospitalisé à Denver. Il a été informé de la mort de Linda, bien sûr, et puis il a lu la presse. Je pense que c'est comme ça que l'idée lui en est venue. Les journalistes ne m'ont pas fait de cadeau. Certains ont même écrit que j'avais sauvé ma peau en laissant Linda brûler. Et son frère pense comme eux, monsieur Cavender? Exactement, docteur. Il m'a envoyé une lettre depuis l'hôpital, une vraie lettre de cinglé. Elle vous aurait intéressé d'ailleurs, mais je l'ai jetée. Et où se trouve cet homme maintenant, monsieur Cavender? Ici, dans notre ville. Il est arrivé le mois dernier, docteur. Vous a-t-il contacté depuis? Oui, une fois par téléphone pour me dire une foule de choses déplaisantes. Il m'a même menacé. Menacé de quoi, monsieur Cavender? Des morts? Cavender ne répond rien. En avez-vous parlé à la police, monsieur Cavender? Non. Pourquoi? Je ne sais pas, docteur. Cavender se lève soudain et se met à faire les 100 pas. Vous comprenez, docteur, ce garçon a perdu la tête. Il aimait beaucoup sa sœur. Orphelins, ils ont grandi ensemble. Qu'il ait été bouleversé, je le conçois, mais il se trompe, vous savez, il se trompe. Je ne pouvais rien pour elle, c'était trop tard. Il n'était pas dans la chambre, docteur, il ne se rend pas compte. C'était l'enfer. Pour autant que je sache, Linda était déjà morte quand je me suis réveillé. Personne ne pouvait la sauver. Mais vous n'avez pas à vous justifier devant moi, monsieur Cavender. Bien sûr, docteur, je me rends compte que tout se tient, mon insomnie et le reste, mais
Mais après l'incendie, j'ai dormi, docteur. C'est ça qui me chiffonne. J'ai bien dormi, même après l'incendie. Et vous ne dormez plus depuis que Jack Flechter est sorti de l'hôpital. C'est ça? Exactement, docteur. Exactement. Maintenant que j'y pense, c'est tout à fait ça. Bene. Eh bien, ce point éclairci, Monsieur Cavender, je vais vous expliquer ce que nous pouvons faire. Quelle est l'idée du psychiatre? Vous le saurez dans quelques instants. Cavender retourne à son bureau. Il réfléchit à sa visite au psychiatre et conclut qu'elle a été totalement inutile. Pedaldi lui a demandé de venir régulièrement le voir, à raison de 2 fois par semaine, pour parler, tout simplement. Mais à quoi bon? Sur le moment, Cavender n'a su quoi répondre, mais maintenant il sait. Il n'ira pas. Sa réponse est définitive, c'est non. Quand il arrive au bureau, Jameson, son patron, le convoque. Écoutez, Cavender, il faut vous ressaisir, mon petit vieux. Vous avez accumulé les erreurs ces derniers temps. 1, bon, c'est excusable, 2, passe encore. Mais vous savez ce que nous vaut votre dernière boulette? Si je ne m'étais aperçu de rien, c'est toutes nos prévisions en gestion que vous foutiez en l'air. Oui, excusez-moi, monsieur Jameson. Je me porte pas très bien depuis quelque temps. En effet, vous avez bien mauvaise mine, Cavender. Il y a des semaines que vous avez cette tête-là. Vous êtes sûr que vous ne couvez pas quelque chose? J'ai consulté un médecin, monsieur. Je n'ai rien de grave. Je souffre simplement d'insomnie. Peut-être ai-je tout bêtement besoin d'un peu de vacances. Ah, ce n'est pas le moment, Cavender, en plein bilan. Non, allez, soignez-vous. Nous avons besoin de vous. Promettez-moi de faire attention désormais, hein? Ce soir-là, toujours victime de ses insomnies, Cavender tourne et retourne de sombres pensées dans sa tête. Il songe à son travail, mais ce n'est pas son travail qui est responsable de ses insomnies, non. La cause, c'est son beau-frère, Jack Flechter. Il lui téléphone dans la journée. « Allô, Jack, c'est Charlie Cavender. Écoutez-moi, Jack, nous sommes tous les deux dans une situation que je n'aime pas. Si on se rencontrait pour en discuter, hein, qu'en dites-vous? Si on se rencontrait et qu'on en parle une bonne fois. » « N'a rien à vous dire, Cavender. »« Mais allons, à quoi bon nous conduire comme des gamins, Jack? Le mieux est d'avoir une bonne conversation entre gens raisonnables. Fichez-moi la paix !» hurle Jack Flechter. « Je vous ai pas oublié, camarade, n'ayez crainte. » « Que voulez-vous dire, Jack? Que je pense à vous, mon vieux, tout le temps. » Aussitôt, Fletcher raccroche. Le soir suivant, Cavender cherche en vain le sommeil. Son esprit est maintenant obsédé par Fletcher. Il sait que c'est Fletcher qui l'empêche de dormir. Fletcher a imaginé ce moyen de le torturer par pure haine et méchanceté. Le lendemain, cette idée ne le lâche pas de la journée. C'est Fletcher, l'unique responsable. En sortant du bureau, Cavender décide de rendre visite aux frères de Linda. Fletcher habite un meublé du côté est de la ville, à l'opposé de la pension où réside Cavender. L'immeuble est sinistre. Et Cavender est étreint par la peur quand il appuie sur le bouton de la sonnette. Oui, il a peur de Fletcher. Il le reconnaît. Mais le moment est venu de surmonter cette peur. La porte s'ouvre et il se trouve pour la première fois en présence du frère de Linda. Fletcher est un jeune homme mince. Il se déplace dans un fauteuil roulant. Il a une couverture sur les genoux. Un infirme. Linda ne le lui avait jamais dit. Pour un peu, Cavender éclaterait de rire de soulagement. Il a tremblé de peur devant un infirme. Il est resté des nuits et des nuits, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, à cause d'un infirme. Jack Flechter?
Je suis Charlie Cavender. Je sais qui vous êtes. Que venez-vous faire ici? Je viens vous voir, Jack. Fichez le camp! Fletcher tente de refermer la porte, mais Cavender coince son pied dans l'embrasure. Ne soyez pas ridicule, Jack. Il faut que nous parlions sérieusement. Je ne veux pas vous voir, Cavender. 5 minutes, Jack. Accordez-moi seulement 5 minutes. Fletcher lui lance un regard noir et recule son fauteuil. L'accueil n'a rien de chaleureux, mais c'est déjà ça. Cavender pénètre dans la pièce. Je suis désolé, Jack. Linda ne m'avait jamais parlé de votre infirmité. Vous avez dû en voir de dur. Jack, je regrette que vous ayez cette opinion de moi. Oh, je sais bien comment les journaux ont raconté l'histoire, mais ils ont menti. Ça ne s'est pas passé comme ils l'ont écrit. Mais vous ne m'avez jamais donné une chance de vous expliquer. Allez-vous-en, Cavender. Sortez d'ici. Sortez, avant que je ne fasse ce que j'avais prévu de faire quand j'ai appris la mort de Linda. Vous vouliez me tuer, Jack? C'est ça? Oui, je voulais vous tuer, espèce de lâche. Je voulais vous voir souffrir. Me voir souffrir, Jack? Et comment, mon pauvre garçon? Vous croyez que j'ai besoin de jambes pour vous descendre, Cavender? Incapable de se retenir, Cavender éclate de rire. Et Fletcher braque soudain sur lui un automatique. Vous croyez qu'avec ça, j'ai besoin de mes jambes? Cavender ne rit plus, mais il n'a pas peur. Soyez pas stupide, Jack. Posez ce revolver. Soyons raisonnables. Je vais vous tuer, salaud! Cavender saisit le poignet de Fletcher et l'immobilise. Il y a plus de force qu'il ne s'y attend dans ce bras amaigri, mais Cavender sent qu'il a le dessus. Les roues du fauteuil dérapent pendant leur lutte. Fletcher bat l'air de son autre bras pour garder l'équilibre. Cavender lui tord le poignet et le canon du revolver se tourne alors vers la tête du jeune homme qui tente de déplacer le doigt posé sur la détente. C'est alors que Cavender se rend compte que la peur l'a quitté définitivement. Il éprouve maintenant un sentiment de toute puissance. Fletcher veut dire un mot, mais Cavender accentue sa pression et le coup part. Le visage du jeune homme n'est plus qu'un amas sanglant. Fletcher est mort, mais Cavender n'a aucun regret. C'est la propre main de Fletcher qui a tenu l'arme, pressé la détente. S'il n'avait pas brandi ce revolver, ça ne serait pas arrivé. Cavender prête l'oreille. Personne ne semble avoir entendu le bruit de la détonation. Il réfléchit à sa situation. Doit-il rester et invoquer la légitime défense, ou s'en aller et laisser les faits parler d'eux-mêmes? Le dernier geste désespéré d'un homme vaincu par la vie. Il attend encore un peu, mais comme rien ne se passe, il se dirige vers la porte. Cavender passe la soirée dans un cinéma proche de chez lui. Avant même la fin du film, il éprouve une délicieuse somnolence. Il quitte la salle aussitôt et, de retour dans sa chambre, se fait livrer un sandwich et une bière. Il mange avidement, allume une cigarette et s'allonge tout habillé sur son lit. Détendu, il sourit. Il sourit encore lorsque le sommeil s'empare de lui quelques instants plus tard. Steele, le directeur de la pension où vit Cavender, supplie l'inspecteur en agitant nerveusement les mains. « Je vous en prie, inspecteur, hein, pour votre rapport, il... » « Si c'est la question de l'assurance qui vous tourmente, vous n'avez pas à vous inquiéter, monsieur Steele. Vous n'êtes pas responsable de l'incendie, » répond l'inspecteur. Monsieur Steele pousse un soupir de soulagement. « Mais non, ça n'est pas votre faute, monsieur Steele. Vous avez des gens qui n'écoutent jamais rien. Vous avez beau les avertir sans arrêt de ne pas fumer au lit, ils n'en tiennent absolument aucun compte. » L'inspecteur se retourne pour regarder partir les ambulanciers avec leurs fardeaux noircis et hoche la tête d'un air affligé. Il devait vraiment avoir le sommeil lourd, ce monsieur Cavender.